Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, les Québécois qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou autres maladies dégénératives pourront faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Vous allez pouvoir, si c'est votre souhait, remplir un formulaire qui ressemble à un testament pour le moment où vous ne serez plus en mesure de consentir aux soins. C'est une avancée importante pour des gens qui, depuis des années, se battent pour y avoir accès. Ce qu'on comprend aussi, c'est que le Québec est précurseur en la matière parce que dans le reste du Canada, ça reste quelque chose qui est pas encore accepté du tout. Et d'ailleurs, chez nous, il y a aussi matière à débat. Certains médecins se sentent un peu d'ailleurs frileux par rapport à tout ce dossier-là. Je voulais qu'on en parle parce qu'au Québec, depuis les dernières années, l'aide médicale à mourir a fait son chemin dans les esprits. Puis je pense qu'aujourd'hui, on le voit comme une façon de soulager des gens pour qui la fin de vie n'est plus une vie. Et ne serait-ce que vous donner un aperçu de la chose, d'avril 22 à mars 23, il y a 5211 personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir au Québec. C'est près de 7% des décès. Ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent mettre fin à leur jour de cette façon-là parce que la vie n'est plus vivable. Je pense qu'on le comprend. Personnellement, c'est ce que on souhaite pas à personne de mourir. On veut tous mourir le plus vieux possible dans son sommeil, mais la vie nous montre que ça arrive pas toujours comme on le souhaite. Et sincèrement, être rendu à un moment où on sait qu'on va juste dégénérer et qu'on risque d'être un fardeau pour nos proches, quand on sait aussi qu'on se voit dégénérer, qu'on sait qu'on ne sera plus à la fin la personne qu'on a été, c'est terrible quand on y pense. Alors, je voulais avoir cette discussion-là avec vous, les auditeurs. J'aimerais que vous y participiez, si ça vous dit. 1-877-827-2346. Vous pouvez me texter en faisant le 1-877-CUBE-RADIO pour courriel isabelle@cube.ca. Je suis très contente de l'avoir avec nous parce que c'est un peu grâce à elle qu'aujourd'hui les Québécois sont précurseurs en la matière parce que ça a été une lutte politique de tous les instants pour Véronique Yvon. Merci d'être là, Véronique. Je rappelle, députée de Joliette à l'époque, oui, à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière du PQ de 2008 à 2022, qui est maintenant professeure invitée de Sciences Po à l'Université de Montréal, mais qui est vraiment connue pour son rôle comme c'est Madame aide médicale à mourir. Ça a été ton gros dossier, Véronique. Oui, ça a été un très gros dossier. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Oui, on a eu beaucoup d'entrevues là-dessus également. Comment tu vois cette journée d'aujourd'hui? Là, aujourd'hui, là, c'est officiel. Oui, exact, c'est officiel. Je pense que c'est une avancée sociétale majeure à nouveau qui s'ajoute au rôle de précurseur, comme tu l'as bien dit d'entrée de jeu, que le Québec a joué. C'est une demande pour faire beaucoup de conférences sur le sujet. Là, c'est une demande qui est présente depuis tellement longtemps, de pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir là, avec les mêmes balises, la même réalité que pour l'aide médicale à mourir qui existe déjà, qu'on appelle maintenant l'aide médicale à mourir contemporaine, là, celle qui existe pour la différencier de l'anticiper. C'est vraiment comme une manière supplémentaire d'envoyer un signal qu'on va être là si le pire arrive et que les souffrances deviennent intolérables et qu'une personne devient dans un état épouvantable, mais qu'elle n'est plus en mesure de le demander de manière consciente au moment où ça se produit et qu'elle pourra l'avoir réfléchi avant. Et je pense qu'on doit être fiers parce qu'encore une fois, c'est une œuvre collective. C'est parce que depuis plusieurs années, après avoir adopté la première loi, on s'est dit, on va réfléchir à ça. C'est une demande qui demeure. D'ailleurs, dès le premier rapport qu'on avait fait, on avait dit, il faut pousser cette réflexion-là, il faut continuer. Il y a eu des experts qui se sont penchés. On a fait une deuxième commission transpartisane sur laquelle j'ai eu la chance de siéger. Et puis de ça est découle un projet de loi qui, aujourd'hui, voit les dispositions entrer en vigueur. Et le fédéral, c'est un dossier éminemment politique aussi, humain et politique. Et constitutionnel. Et constitutionnel beaucoup. La preuve, c'est que le fédéral vient de décider là, qu'il ne poursuivrait pas. Donc, même si dans le code criminel fédéral, on ne change rien, on ne modifie pas la loi, mais on dit, bon, au Québec, une fois de plus, vous êtes distincts, on comprend ça, on n'agira pas à l'encontre, c'est-à-dire on ne criminalisera pas les actes qui seront donc donnés par des médecins. Tu me permettras de présenter
présenter à nos auditeurs le docteur Alain Naud, médecin de famille à Québec, qui travaille dans le domaine des soins palliatifs depuis plus de 30 ans. Docteur Naud, merci beaucoup d'être là. Vous offrez, vous, l'aide médicale à mourir au Québec depuis sa légalisation. Vous êtes vraiment un pionnier de l'aide médicale à mourir. Docteur Naud, merci de prendre ces instants avec nous. Qu'est-ce que ça va changer pour les Québécois qui vivent justement avec une maladie dégénérative, docteur Naud? Écoutez, c'est majeur. Et évidemment, je suis totalement favorable, là, sans réserve, aux demandes anticipées. Et vous savez, moi, je suis médecin de famille à la base, en plus d'être médecin de soins palliatifs là, depuis près de 40 ans maintenant. Et cette demande-là de la population, je l'entends depuis très longtemps, là, pas juste dans les derniers mois, les dernières années. Il faut comprendre que les démences, là, maladie de Alzheimer et autres pathologies associées, c'est très prévalent, c'est très fréquent. Il y en a dans toutes les familles. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait que c'est une maladie incurable. Tout le monde sait que c'est une maladie assez terrible où le cerveau va mourir là longtemps avant le reste du corps. Tout le monde sait comment ça se termine. Et je n'ai jamais rencontré un seul patient, moi, qui m'a dit, vous savez, si jamais j'ai une maladie d'Alzheimer, là, je veux vivre ça jusqu'au bout, là. Et les sondages le démontrent aussi. Hein. Quand on fait des sondages sur la question, là, il y a 89% de la population québécoise et presque autant qui souhaitent depuis longtemps que l'on mette en place les directives, les demandes anticipées là, après un diagnostic de démence. Donc, je pense que ça va, d'une part, soulager un grand pan de la population, hein, agir un peu comme une police d'assurance, de dire, je ne connais pas le futur, il y en a dans ma famille, est-ce que plus tard je serai atteint de la maladie, je l'ignore, mais si jamais ça devait arriver, je sais au moins que si je le souhaite, hein, parce que ce ne sera jamais une obligation, mais si je le souhaite, j'aurai une porte de sortie. J'aurai quand même une police d'assurance, une possibilité qui me sera offerte là, de ne pas avoir à subir la maladie jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à mon dernier souffle. Donc, je pense que ça va rassurer là, un grand pan de la population, particulièrement notre génération de baby-boomers, hein, qui arrive à cette étape-là. Et on sait que les démences, comme la maladie d'Alzheimer, non seulement il y en a beaucoup, mais il va en avoir encore plus. Là. On s'attend à ce que dans les 20 prochaines années, là, il y a 2 fois plus de cas au Québec, dû entre autres au vieillissement de la population. Les baby-boomers sont une population qui vieillissent plus vieux que les générations antérieures. Qui mettent au premier plan là, l'autodétermination, l'autonomie, qui ont été très autonomes et qui disent moi là, si jamais j'ai le malheur d'avoir une maladie comme ça, c'est pas vrai que je vais mourir comme j'ai vu mourir mon père. Donc c'est quand même une grande nouvelle là, aujourd'hui qu'on puisse offrir cette possibilité-là à notre population québécoise. Docteur Naud, vous parlez de police d'assurance, ça m'amène justement à vous parler des assurances parce qu'on entend certains médecins, en fait on sait que certains médecins peuvent être frileux, qu'il y a des régions d'ailleurs où le système, le réseau médical est plus ouvert que d'autres. Par exemple, on sait que dans votre coin, à Québec, il y a comme on dirait un petit peu plus d'ouverture. En tout cas, c'était ça à une certaine époque. Est-ce que ça l'est encore comparativement à des coins comme Montréal, entre autres, où, de ce qu'on me disait, il y a peut-être un petit peu plus de de médecins frileux à pratiquer l'aide médicale à mourir, puis qui disent, là, peut-être qu'il va y avoir ce principe aujourd'hui là, où on ne sera pas poursuivi par le fédéral, mais il y a quand même ce risque. Donc, on dirait qu'il y a comme un doute chez certains. Est-ce que vous confirmez? Bon, alors il y a 2 éléments dans votre question. C'est vrai que pour ce qui est de l'aide médicale à mourir, là, qu'on pratique depuis décembre 2015 au Québec, il y a des disparités entre les régions et même parfois à l'intérieur d'une région, là, disparités locales. On sait qu'il existe, on se mettra pas la tête dans le sable, là, il y a des endroits où il y a de l'opposition à l'aide médicale à mourir. Qu'on le fasse passivement par méconnaissance ou de façon très active mais détournée. Et vous avez raison, par exemple, dans la région de Québec, je pense que on est relativement respectueux des malades qui vont faire la demande. Il y a d'autres endroits, puis je pense entre autres à l'ouest de l'île de Montréal, où les taux de refus sont beaucoup plus élevés, les taux d'aide médicale à mourir administrée sont beaucoup plus bas. Et j'ai de la difficulté à croire que les gens dans l'ouest de l'île de Montréal sont moins malades que ceux de la région de Québec. Là. Ouais. Alors, il y a clairement là des obstructions à certains endroits. Ce n'est pas la majorité, évidemment, du territoire, mais ça existe. Et je pense qu'il faut continuer de s'attaquer à ce problème-là. Vous, là, est-ce que, en ce qui vous concerne personnellement, vous en pratiquez depuis longtemps, quelqu'un arrive aujourd'hui, signe le formulaire, remplit le formulaire, la prochaine étape...
Il se passe quoi, Dr. No? Bon, alors, le deuxième volet de votre intervention, effectivement, c'est en lien avec les demandes anticipées, là, ce qui démarre aujourd'hui officiellement. Il reste quand même un petit os à régler là, qui concerne tous les médecins. C'est que nous avons encore une fois, et malheureusement, le Québec est la seule province à vivre ça, 2 lois qui sont différentes. Vous savez, on a commencé en décembre 2015 à appliquer l'aide médicale à mourir au Québec avec une loi qui était beaucoup plus restrictive que le Code criminel canadien. Cette loi-là, à mon sens, aurait dû être revue à au moins 4 occasions quand il y a eu des jugements de cour. Et je pense à la Cour suprême du Canada en 2015, la première modification du Code criminel en 2016, Gladu-Truchon en 2019 là, de la Cour supérieure du Québec, deuxième modification du Code criminel en 2021. Le Québec aurait dû ajuster sa loi. Elle est restée très restrictive depuis 2016. Et nous, on nous disait comme médecins, vous savez, il y a un principe juridique qui veut que quand vous avez 2 lois différentes qui s'appliquent sur un même sujet, on doit utiliser les critères les plus restrictifs de ces 2 lois. Alors, ça a fait en sorte que, par exemple, les patients qui avaient des handicaps étaient admissibles partout ailleurs au Canada depuis 2016, sauf au Québec, parce que la loi québécoise ne le permettait pas et n'a jamais été revue là, pour être élargie. On se retrouve actuellement dans la situation inverse, c'est-à-dire que le Québec va de l'avant avec un soin qui est toujours interdit par le Code criminel canadien. Et là, il semblerait que ce principe-là, des critères les plus restrictifs des 2 lois, ne tienne plus. Et on nous dit, finalement, il s'agit d'une directive du ministre de la Justice au DPCP et allez-y allègrement. Alors moi, comme médecin, je me dis, attention, là, il faut mieux protéger les praticiens qui vont administrer l'aide médicale à mourir. Et vous avez, entre autres, là, l'Association canadienne de protection médicale, vous parlez d'assurance, qui est l'assureur en responsabilité médicale des médecins, qui nous disait jusqu'à hier matin, même si le Québec va de l'avant, l'aide médicale à mourir ne pourra pas être administrée tant que le Code criminel ne sera pas modifié. Hier soir est apparue une position légèrement différente sur le site de l'ACPM, l'Association canadienne de protection médicale, où on a retiré cette phrase-là que l'aide médicale à mourir ne pourra pas être administrée. On reste tout de même prudent en disant, depuis le 30 octobre, la loi du Québec autorise les demandes anticipées. L'évolution des règles et des attentes pourrait aggraver l'incertitude existante entourant les droits et les obligations des médecins et des patients et des patientes. Et on invite les médecins qui voudront s'impliquer. Les médecins qui ont l'intention d'accepter les demandes anticipées d'aide médicale à mourir devraient communiquer avec la CPM pour obtenir des conseils. Et là, je vous écoute, Dr. No, c'est loin d'être fait, alors, tout ça. Vous-même, je vous ai entendu dire que aujourd'hui même, vous ne le feriez pas, là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Je pense qu'il faut, pour les malades qui pourraient se prévaloir de directives anticipées, qui veulent commencer à faire leurs demandes, compléter les formulaires, je pense que ça, il n'y a pas de crainte. Il faut laisser les malades faire leurs demandes, remplir les formulaires, sachant qu'il n'y aura pas d'aide médicale à mourir qui sera administrée dans les prochaines semaines, là, suite aux demandes anticipées. Là. On parle d'une fois atteint le stade d'inaptitude, donc ce sera dans des mois et probablement dans plusieurs années. Mais je pense qu'il y a des encore mois et des années. Vous me permettrez de faire réagir Véronique Yvon, parce que, voilà, Véronique, je sais que vous avez des choses à rajouter, peut-être à rassurer le docteur. Oui, je salue Dr. No, vous connaissez qui est un pionnier, oui, tout à fait. Bonjour, Mme oui, en fait, je pense que c'est important de rappeler, je comprends que les médecins, ils sont des partenaires extraordinaires là-dedans. D'ailleurs, il faut les remercier d'avoir embarqué dans cette grande avancée sociale, cette grande réforme de société. Mais il faut rappeler que le Québec, puis là, je suis pas là pour donner un cours de droit constitutionnel, mais comme on l'a fait pour la première loi, à l'époque, les gens nous disaient, mais c'est incroyable, le Québec, vous faites ça, mais le Code criminel est pas changé du tout. Oui, mais on s'était assis sur nos compétences en matière de soins de santé. C'est une compétence du Québec, clairement. Les ordres professionnels aussi, tout le système professionnel relève du Québec. Et finalement, l'administration de la justice. Et là, pour ce qui est des demandes anticipées, moi, j'ai 100% confiance dans nos assises constitutionnelles. On a clairement la possibilité de le faire. Et oui, le Québec a été précurseur et il est encore précurseur. Et je pense qu'on doit saluer ça parce qu'au Québec, on est au diapason et on n'attend
notre population, puis on n'attend pas justement que des décisions doivent venir nous tomber dessus pour bouger. Et c'est ce qu'on a fait à l'origine, c'est ce qu'on fait pour la demande anticipée. Mais Dr. No donc, semblait dire, il y a beaucoup de médecins qui vont attendre encore. Là, oui, parce qu'ils en fait, sont pas sûrs. chaque médecin peut prendre sa décision. Là. C'est Ouais. pas moi qui va me mettre à la place des médecins, mais je pense que c'est très important de rappeler que le Québec agit sur ses compétences et il y a eu une approche ceinture-bretelle en disant, en plus, s'il y en a qui sont inquiets, on envoie une orientation. Le ministre a envoyé une orientation, le ministre du Québec, de la Justice du Québec, pour dire qu'il n'y aura pas de poursuite. Et là, on a vu, je pense que c'était une position tout à fait respecté parce que le gouvernement fédéral a annoncé en début de semaine qu'il ne poursuivra pas, qu'il ne contestera pas la loi québécoise. Le ministre Duclos a même dit la compétence du Québec est claire en santé, en administration de la justice. Et encore hier, je pense que c'est un signe très encourageant qui devrait encourager les médecins, l'assurance en quelque sorte. Donc, l'Association canadienne de protection médicale a changé aussi ce qu'elle avait donné comme avis. Donc, c'est pas rien. Alors, je pense que là, tout est clair, tout est sur la table pour que ça puisse s'appliquer harmonieusement. Ceci dit, comme Dr. No le dit, là, aujourd'hui, ce qui rentre en vigueur, c'est la possibilité d'aller avec votre médecin ou votre infirmière praticienne spécialisée, réfléchir et remplir votre demande anticipée. Mais là, il faut être toujours apte. C'est pas demain matin qu'on va l'administrer. Il va y avoir des mois, des années entre le moment où vous avez rempli votre demande et le moment où ce que vous avez prévu va se répercuter dans votre vie, donc va se concrétiser. Et aussi, je pense que ce qui est important de rappeler pour les gens, c'est écrit dans la loi, c'est rappelé, c'est qu'il n'y a pas d'automatisme. Donc, ce n'est pas juste les manifestations de ma maladie que j'ai prévues qui, pour moi, étaient intenables, qui vont donner lieu à l'aide médicale à mourir rendue au moment 2 où cela se manifeste. Il faut que tous les critères actuels qui s'appliquent pour une aide médicale à mourir en ce moment soient là aussi. Donc, un déclin avancé irréversible, des souffrances aussi qui sont persistantes et qu'on ne peut apaiser, donc qui sont intolérables, insupportables. Donc ça, il va y avoir un jugement au moment 2, mais parce des que fois, les critères vont devenir les mêmes. Des fois, l'Alzheimer, puis les gens le disent, c'est souffrant mentalement, mais c'est pas forcément des souffrances physiques. Ça peut être physique ou psychologique, mais comme on traite en ce moment quelqu'un qui a l'Alzheimer dans nos CHSLD puis tout ça, il faut se rappeler qu'on est dans une approche de soins appropriés. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Il faut voir, puis les médecins qui traitent avec des personnes là, qui ont des démences à tous les jours vont vous dire qu'on va voir l'inconfort, la souffrance par exemple, la crispation, quand on déplace quelqu'un, la souffrance psychologique par une grande anxiété, de l'errance qu'on n'arrive pas à contenir. C'est pas moi qui est la médecin qui va Dr. No pourra élaborer davantage, mais ce que je veux dire, c'est que ça va devoir être évalué, évidemment, au moment 2, où on estime que Qu'est-ce que vous dites, Véronique Yvon, à tous ceux qui disent « Ouais, mais on craint des dérapages pour toutes sortes de raisons. Ça va être de plus en plus facile pour certains de se débarrasser de leurs vieux, par exemple. » On entend toutes sortes de choses, là, on voit toutes sortes de choses. Il faut se rappeler que la pierre angulaire de tout ça, c'est le consentement de la personne, c'est son autonomie, son autodétermination. Il n'y a personne qui va aller donner une aide médicale à mourir à quelqu'un qui ne l'a pas demandé et qui a clairement établi sa demande. Donc, c'est une démarche très formelle, très accompagnée, très précisée dans la loi aussi. Donc, il va y avoir d'abord la demande et ensuite, au moment 2, quand on voit, soit par un tiers de confiance qui va avoir été nommé à l'avance et qui va agiter le drapeau en disant « Je pense que ma mère, mon conjoint est rendu à l'étape avancée qu'elle avait prévue dans sa demande anticipée. » Il faut que ça vienne du tiers, de la tierce personne. Le tiers, ou si la personne n'a pas de tiers de confiance, l'équipe médicale peut voir qu'il y a une correspondance entre ce qui avait... Parce qu'il va avoir un registre qui va donc recevoir toutes ces demandes-là, donc va pouvoir voir s'il y a correspondance. Mais là, il va avoir une évaluation comme on a en ce moment pour les demandes. Il va avoir un premier médecin ou professionnel, ça peut être une infirmière praticienne spécialisée, un deuxième qui va évaluer tous les critères qui sont les mêmes qu'à l'heure actuelle. Donc ça, c'est très, très important de le rappeler. Et c'est écrit aussi que quand un médecin va accompagner quelqu'un, c'est important de dire que la seule présence de manifestation ne va pas conduire automatiquement à l'aide médicale à mourir. Ça aussi, ça devrait rassurer les gens. Les mêmes critères vont s'appliquer. Je sais que vous êtes attendu, mais j'ai une dernière question parce que 7% de Québécois qui ont utilisé l'aide médicale à mourir l'année dernière, qu'est-ce que ça dit de nous? On est les champions de l'aide médicale à mourir dans le monde? Bien, d'abord, je
pense que c'est une évidence, c'est que ça répondait à un besoin réel et criant, que des gens qui souffraient de manière très difficile en fin de vie ou avec des maladies graves et incurables qui n'arrivaient pas à être soulagés ont maintenant cette option-là qui fait toute une différence. Je pense que l'autre chose que ça dit, c'est qu'au Québec, on a eu la bonne approche de vraiment fonder notre loi, notre réflexion collective sur un dialogue social. On a travaillé pendant des années de manière transpartisane. On a impliqué les professionnels, les docteurs No de ce monde. On a impliqué les groupes de la société civile et les citoyens qui sont venus par centaines témoigner de ce qu'ils voulaient. Et ça fait en sorte qu'on en a parlé, on a avancé vers un consensus, tout le monde en même temps. Donc, quand la loi a atterri, ça fait en sorte qu'on se sentait prêt et à l'aise. Il y a une discussion sociale autour de ça. Et aussi des valeurs québécoises très claires d'autodétermination, d'autonomie. Et un peu de notre réseau de la santé aussi qui nous décourage. Puis ça, je pense qu'il ne faut jamais aller vers l'aide médicale à mourir par dépit. Oui. Au contraire, ça devrait nous amener à toujours améliorer. Et c'est ça une force de notre loi québécoise, même s'il y a encore du chemin à faire, c'est que c'est un spectre et on a un droit aux soins palliatifs aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que l'aide médicale à mourir. On a une loi complète sur un continuum de soins et on a un droit aux soins palliatifs. Ce n'est pas la seule option, c'est une option parmi un spectre d'options sur un continuum pour avoir les meilleurs soins pour les gens qui souffrent. Des gens m'écrivent tous les jours, tant qu'à aller au CHSLD, je préfère l'aide médicale à mourir. Oui, il faut juste dire aux gens que ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc, c'est pas par dépit. Et aller au CHSLD, c'est pas une manifestation de votre maladie. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez prévoir. C'est l'évolution de votre maladie. Véronique Yvon, merci à vous beaucoup d'être venue, d'avoir pris le temps. Docteur No, est-ce que ça vous rassure ce que vient de dire Véronique là, par rapport justement à la constitutionnalité de la chose, à l'effet qu'on a mis à la fois la ceinture et les bretelles et que tout médecin au Québec peut le faire sans avoir crainte? Je vais quand même attendre d'avoir un petit peu plus de réponses aux questions et un petit peu plus de garanties. Vous savez, déjà en partant, qu'on nous dise depuis 8 ans, vous devez respecter les critères les plus restrictifs de 2 lois différentes, et en 2024, finalement, ce n'est plus nécessaire, vous pouvez aller de l'avant. C'est un petit peu incohérent. Et je pense que ça met en lumière, malheureusement, ce que nous vivons au Québec, et nous sommes la seule province à le vivre, là, d'avoir à gérer les incohérences de 2 lois différentes. Et ça, là, c'est que je pense que les politiciens ne réalisent pas, chacun de leur côté, tant au Québec qu'à Ottawa, à quel point ça met une pression là, intolérable sur les épaules là, des soignants, des médecins et maintenant des IPS. Parce qu'en plus d'avoir à s'impliquer dans l'aide médicale à mourir, ce qui n'est pas un soin banal, on en convient tous, là, ce qui demande beaucoup, ce qui est très exigeant en termes humains, en termes de temps, en termes de complexité, on nous demande de nous transformer en juristes, en constitutionnalistes et de prendre des décisions. Mais en bout de ligne, ce sont les médecins sur le terrain. On peut bien avoir des avis, des juristes, des éthiciens, des politiciens qui nous disent « allez-y, il n'y a pas de problème », mais en bout de ligne, là, c'est le médecin qui est au chevet du malade, qui reçoit la demande, qui l'évalue, qui prend la décision et qui en assume les responsabilités et les conséquences. Donc, ça, on a tendance à l'oublier, je pense. Alors, il faut avoir de bonnes garanties. Moi, quand l'assureur, la CPM, reste tiède, nous dit pas « allez-y, il n'y a pas de problème », et nous dit « soyez prudents, rappelez-vous que le code criminel l'interdit toujours, appelez-nous avant de vous impliquer », ça rassure moyennement, je dirais. Donc, je pense qu'on va avoir besoin là de prolonger un petit peu la discussion pour arriver à rassurer tout le monde. Dans les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir actuellement, il y en a certainement qui seront très à l'aise. Il y en a d'autres qui vont refuser de s'impliquer, en majeure partie à cause de ces incohérences-là qui persistent entre les 2 lois. Et il y en a comme moi qui disent, je vais attendre d'en connaître un peu plus, sachant que de toute façon, nous n'aurons pas à prodiguer l'aide médicale à mourir dans les semaines qui viennent. Donc, vous demandez plus d'assurance que vous êtes protégé d'une certaine façon, docteur No. Oui, parce que, en fait, dans les questions que je me pose encore, c'est de dire, le ministre de la Justice a donné une directive. Est-ce qu'une directive est aussi solide qu'une loi? Clairement, la réponse est non. Une directive, ça peut être modifié aussi, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Le DPCP nous assure qu'il n'y aura pas de poursuite criminelle en vertu du code criminel qui ne le permet pas. Qu'en est-il des poursuites civiles?
qui pourrait être intenté. Et ma crainte, ce n'est pas le gouvernement fédéral. Je n'ai pas peur, moi, d'être poursuivi par le gouvernement fédéral. J'ai peur que les groupes d'extrémistes religieux se mettent de la partie, parce que vous savez, il y a depuis le tout début, à peu près 10 de la population qui est opposée à l'aide médicale à mourir, qui le sera toujours, et ils en ont parfaitement le droit, ce qui ne leur donne pas le droit d'imposer, cependant, leurs convictions personnelles. Et dans ce 10 %-là, vous avez une bonne partie qui le sont pour des motifs religieux. Et dans ces gens-là, vous avez des gens qui sont très extrémistes, là. Ouais. Qui se sentent investis de la mission divine de sauver le monde de l'aide médicale à mourir et qui vont prendre tous les moyens possibles pour Mais vous faire craignez peur, quoi, pour donc? décourager. Moyen, par exemple? Alors, vous pourriez avoir quelqu'un d'une famille qui décide d'entreprendre une poursuite civile contre un médecin qui aura prodigué l'aide médicale à mourir dans le cadre d'une demande d'anticipation. Et ça ne passe pas par le directeur des poursuites pénales et criminelles. Ouais. Si notre assureur en responsabilité médicale nous dit « Faites attention parce que le code criminel ne le permet pas. Je veux avoir l'assurance que peu importe la situation, il va continuer à nous couvrir et à nous défendre. Si quelqu'un porte plainte au Collège des médecins, parce qu'une aide médicale à mourir a été qu'elle respecte la loi québécoise, même si elle respecte la loi québécoise. Quelqu'un porte plainte au Collège des médecins, par exemple, en disant mon père a été victime d'un meurtre parce que le code criminel ne le permet pas. Alors, vous comprenez qu'il reste encore pour moi des zones d'ombre et je vais avoir besoin, moi, d'une cohésion de tous ceux qui sont impliqués pour rassurer les médecins que s'ils décident de prodiguer l'aide médicale à mourir, on pourra leur garantir qu'ils vont rester protégés là, de toutes les incidences légales. Je comprends tout à fait votre position. C'est très clair de votre côté. Merci beaucoup, Dr. Alain Naud. Je pense que vous avez bien expliqué ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, et puis en même temps, la position des médecins. Merci beaucoup, Dr. Alain Naud. Merci, médecin de famille à Québec, considéré vraiment comme un pionnier dans le domaine. Très content de l'avoir eu à l'émission. J'aimerais, en terminant, vous faire entendre un témoignage fort. C'est de mon collègue du Journal de Montréal, le journaliste Hugo Duchesne, qui a récolté ce témoignage de Gilles Marcellet, qui a 89 ans et qui a l'intention de remplir une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Gilles Marcellet est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu la discussion avec Véronique Yvon, avec le docteur Alain Naud. Oui, très éclairant. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous aviez l'intention donc de remplir votre formulaire. C'est possible à partir d'aujourd'hui. Comment vous voyez ça maintenant, Gilles? Je vois ça de façon optimiste, mais les propos du docteur Naud doivent être pris extrêmement au sérieux. Exact. Et il faut continuer à améliorer et à ajuster nos lois pour qu'il n'y ait plus aucune différence entre la loi provinciale et la loi fédérale. Vous avez dit à mon collègue, il ne faut pas, mon collègue Hugo Duchesne, le journaliste, vous lui avez dit, il ne faut pas vivre une vie sans vie. Je veux plus ça. Vous avez la maladie d'Alzheimer, M. Marcellet. Vous avez l'intention de remplir le formulaire aujourd'hui, de faire ça rapidement. Comment vous voyez le déroulement? Peut-être pas aujourd'hui même, mais prochainement. Il y en a qui m'ont écrit qu'ils connaissent des gens qui attendaient que ça se passe. Vous êtes rassuré d'une certaine façon? Oui, c'est rassurant. Comment vous la vivez, cette maladie, là, pour le moment? Comment ça se passe pour vous? Mon Dieu, moi, j'ai été atteint officiellement par un diagnostic à 84 ans. Et plus on est atteint vieux, plus ça va lentement. Alors, ça va lentement, mais sûrement, là. Donc, mais j'ai vu ma mère aller au bout de l'Alzheimer. Et je ne veux pas aller là. Il n'y a rien de pire pour un être humain que d'aller là. Oui, c'est ça. C'est ce que beaucoup de gens disent. Vous avez été pendant plus de 40 ans dans l'univers du théâtre québécois. Peut-être que le fait de justement de lire beaucoup, on dit faites des sudoku, ça va prévenir, ça va retarder évidemment quand on a le gène de l'Alzheimer ou quand on en a dans sa famille, c'est peut-être une autre histoire, remarquez M. Marcellet, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens à qui ça arrive beaucoup plus jeune aujourd'hui. Vous êtes presque privilégié de l'avoir plus vieux. Donc, mais dans le fond, ça vous rassure de savoir qu'il y aura cette possibilité de ne pas être un fardeau pour vos proches.
Ah oui, mais non seulement pour mes proches, mais pour moi-même et pour la société. Quand la vie n'a plus de vie, pourquoi vivre? Pour moi, c'est clair, là. Il faut vivre tant qu'on vit. Mais les dernières années de ma mère, par exemple, il y a personne au monde qui devrait vivre ça. Elle vous a dit une chose terrible. Ah mon Dieu! Elle m'a dit, si j'étais pas catholique, je me tirerais une balle dans la tête. C'est à peu près la dernière chose vraiment très, très logique et très sensée qu'elle me dite. Et ça, c'est épouvantable. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Gilles Marcellet, 89 ans. Quelle intention, pas aujourd'hui, mais éventuellement, de remplir une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, au revoir.